le monde est un bon vendeur. Il n'y a personne qui n'est pas un bon vendeur. Mais ça dépend des secteurs, des domaines, de ta confiance en soi aussi. Donc, au début, si on n'a pas confiance en soi, je pense qu'il faut essayer de trouver des bons exemples autour de soi, évidemment. Je parle d'un coach, hein, c'est pour moi le plus simple, parce que si j'arrive pas à convaincre quelqu'un à côté de chez moi de ne pas payer pour avoir un exemple, je peux au moins échanger contre des autres formes de paiement que l'argent. Il y a beaucoup de formes de paiement que les gens oublient. Par exemple, un bon témoignage. Simplement qu'ils viennent avec une autre personne. Je peux trouver des modes de paiement différents que l'argent, mais qui me font avancer puis qui ne font pas que je suis obligé de faire comme les clubs qui ont une proposition que je trouve le reflet de notre branche. Séance d'essai gratuite offerte. Donc si elle est gratuite, je ne peux pas l'offrir. Puis j'aimerais bien que la branche comprenne une fois ça. C'est pas possible. Si quelqu'un ne veut pas payer 1 euro, ça m'étonnerait que ce soit facile de lui vendre quelque chose qui est à 20 ou 40. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Christian Soji, consultant pour les clubs de fitness et le coaching sportif. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Christian. Les problématiques des clubs de fitness, comment se faire connaître quand on est un club ou un coach sportif, comment réussir à vendre nos services, ce que le marché allemand peut nous apprendre et nous permettre justement de mettre en place dans nos propres business et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Christian Soji. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Christian Soji. Salut Christian. Bonjour tout le monde, bonjour Andy. Merci déjà de me permettre de pouvoir t'interviewer et de te poser pas mal de questions. Juste avant de rentrer un petit peu dans ta tête, est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu fais? Je veux quand même préciser que tu as dû dépenser de l'art du chat pour m'avoir à l'antenne parce que je n'accorde pas d'interview. Il y a au moins 20 ans que je n'ai pas accordé d'interview tellement ça coûte cher. Donc, brièvement sur ma personne, je devrais être à la retraite, mais je ne peux pas quitter cette branche merveilleuse où j'ai commencé il y a une trentaine d'années, 35 ans déjà. Ok. Et puis, à l'origine, je suis suisse. À l'origine, j'étais prof. Je suis parti pour une plus belle que les autres en Allemagne, où j'ai découvert la branche du fitness et où je suis resté depuis. J'essaie de faire court. Si jamais j'ai un site internet, tous les détails sont dessus. Il y en a pour 14 pages. Ok, très bien. Moi, ce qui m'intéresse, même si je connais un petit peu du coup le parcours, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais je connais un petit peu le parcours. Comment tu as découvert le fitness en Allemagne, en sachant qu'en Allemagne, le fitness est quand même beaucoup plus développé que sur la partie francophone. Tu l'as découvert comment, toi, le fitness? Alors, je l'ai découvert par le labor endurance cardio, parce que j'ai jamais été très musclé. J'ai toujours fait du sport, mais plutôt en cardio. Et puis, comme mon brevet n'était pas reconnu quand je suis arrivé en Allemagne et qu'il n'y avait que des Muckibude, ça veut dire des salles bodybuilders. Ouais. Il y avait peut-être 3-4 clubs de toute l'Allemagne qui faisaient du cardio, qui en proposaient. C'était les tout premiers appareils. Il n'y avait pas encore cardio technogym et tout ça. Là, on était en quelle année du coup? En 80? 1989, 90. Ok, dans les années 90, ouais, ok. Oui, 90, vous parlez suisse.
Ouais, je me suis adapté, moi. En bossant en Belgique et en Suisse, je m'adapte. J'espère que de l'interview ressortira au moins 70, 80, 90. On a peut-être passé un message ou deux. Donc, comme j'avais des notions un peu de cardio, j'avais quand même un peu étudié ça, et que le club qui m'a engagé m'a fait confiance. J'étais le seul coach à peu près. Il y avait un coach pour les bodybuilders, puis un coach pour les cours collectifs et tout ça, où je me suis improvisé champion des cours collectifs. À l'époque, il y avait abdos fessiers, mini trampoline, des choses comme ça. Le step est venu après. Donc, j'ai pu suivre les formations au fur et à mesure, mélanger, mixer ma musique moi-même. Ça ressemble à quoi le fitness en 90 en Allemagne, du coup? Ah bah, il y avait, pour ainsi dire, rien, c'était l'absolue émergence. Ça veut dire que chaque jour que je rentrais chez moi, je disais, il y a une vaguelette qui devient une petite vague, qui devient une vague, qui devient assez grosse pour apprendre à surfer, qui devient tellement grosse qu'il va falloir quand même sortir les voiles et tout. Et j'ai vu ça grandir presque jour après jour, tellement c'est monté vite en Allemagne. Dès les années 91, il est venu des consultants, c'est-à-dire qu'à l'inverse de la France, pour ce que je sais, en Allemagne, ce sont les clubs qui ont approché les clubs qui fonctionnaient bien en leur demandant de les instruire. Donc ceux qui avaient des clubs qui fonctionnaient vraiment bien ont vu déferler des autres propriétaires de clubs qui leur ont demandé de les aider. Ils ont fondé le grand premier groupe de conseil qui s'appelait Inline. Et là, dans ce groupe, il y avait tout ce qui est devenu les grandes pointures. Ils se sont bien sûr disputés après quelques années. Mais très vite, ils ont eu 400 clubs clients, très vite, qui payaient 2000 Deutschmark à l'époque, 1000 euros, mais maintenant, hein, ils sont à 2000. Et ce groupe s'est splitté en Greinwalder, avec qui j'ai travaillé, avec d'autres. Et en face, il y avait Kerstan aussi, qui a toujours développé certaines choses, avec qui j'ai aussi travaillé. Donc, j'ai un peu travaillé avec tout le monde finalement, mais on va dire que la mort, c'était ça. C'était que les clubs ont approché ceux qui étaient performants. Ouais, ça veut dire tout simplement que les clubs essayaient de trouver justement des personnes ou des consultants pour les aider à développer leur business. C'est ça. Voilà, mais le nom consultant n'existait pas encore, si on veut bien. Ouais. Okay. Et avec l'émergence aussi des grands congrès, et c'est avec qui aussi j'ai travaillé au début, Body Life, qui faisait des congrès. Mais en fait, ce Body Life, c'était une imprimerie qui était adossée à un club. Et pour faire fonctionner le club, il imprimait des documents dans son imprimerie. Puis après, il s'est dit, bon, ces documents, du moment qu'ils sont faits, autant les vendre aux autres. Et c'est comme ça qu'il est devenu des campagnes imprimées par cette imprimerie qui s'appelait Horn, mais qui a pris le nom de Body Life. Il a monté des congrès qui s'appelaient Body Life, un magazine qui s'appelait Body Life. Tout est né à peu près en même temps. Et il a fait venir des Américains, dont Mike Chet et d'autres, Hilgers et tout ça. Il est venu aussi dans le club que j'ai fini par manager des stars américaines, Darren Dietrich et compagnie, pour donner les cours. Donc, c'est vraiment monté très, très rapidement. Et de par ce que tu as pu voir, tu crois que c'est par ce genre, effectivement, de mindset que l'Allemagne a vraiment explosé en termes de fitness, le fait de se former, de s'intéresser, de faire du marketing, de faire des campagnes. Tu penses que c'est ça? Ouais, c'est ça l'émulation. Si je prends la France, qui a des bons nageurs, qui a des bons footballeurs, qui est très fort en aéronautique, eh bien, si je veux être performant en aéronautique ou en natation, j'ai meilleur d'aller m'entraîner en France ou de travailler en France. Et voilà, le berceau, on veut dire, du marketing, c'est les États-Unis. Le berceau du management et du marketing des clubs de fitness, on peut dire que c'est l'Allemagne. Et donc, c'était une chance pour moi d'être là-bas. J'ai pas tellement de mérite. Je n'ai pas apporté beaucoup de choses parce que j'étais dans un nid où tout le monde piaillait, tout le monde y allait de ses inventions, de ses solutions. Et il y avait une concurrence assez folle. C'est quoi les clubs là, qui ont émergé justement dans les années 90-2000 parce qu'aujourd'hui, je sais qu'en Allemagne, il y a les McFit, il y a des gros noms.
au niveau à l'époque, il n'y avait pas de chaîne. Il n'y avait pas de chaîne. Okay. Il y avait ceux qui ont monté des assez gros clubs comme Fitzenmayer et tout. Ils en avaient 5 à 8. Il y avait, j'ai conseillé aussi Swiss Training, qui en avait monté un ou deux à Lyon à l'époque. Mais ils en avaient peut-être 12 ou 13. Il n'y avait pas encore cet essor. Parce que les bons, ceux qui avaient un bon club, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient du conseil ou ils faisaient du conseil. Donc, ils n'avaient pas le temps de monter encore 2, 3, 4 autres clubs. Et ils avaient, disons, c'est ce qu'on enseignait de mon temps, je vais dire, c'est que mieux vaut un club qui cartonne que plusieurs. Puis, c'est pas le même métier non plus. Si je gère un club et je suis dedans, c'est ma passion, c'est pas du tout le même effet que si j'essaie de coordonner 6, 8 clubs. Et puis, je suis beaucoup plus concentré sur le personnel, les managers, le recrutement. Mais voilà, donc les économies d'échelle sont venues avec le temps, quoi. Et comment tu as vu justement cette évolution là, sur ces 30 années? Comment tu vois l'évolution, on va dire, européenne, allemande, et puis aussi ce qui nous intéresse tous, c'est la francophonie? Voilà, je pense que l'évolution, très rapidement, elle est arrivée à son paroxysme. Après, ça a plus été du fine-tuning, comme on dit pour les voitures. Hein. C'est d'améliorer la rentabilité de certaines choses. Ça a plus été de reprendre des campagnes. Et puis surtout, en Allemagne, c'est de collaborer et coopérer avec les politiciens et les assureurs. Donc ça, il y a eu beaucoup fait dans ce domaine. Là, j'y ai beaucoup participé. Je suis un des précurseurs de collaborer avec les grandes assurances comme l'AOK. Il y avait 24 millions d'affiliés quand même. Donc, c'est ça qui manque vraiment, je trouve, en France, dans les pays francophones, c'est cette notion de prouver ce qu'on fait. Donc, il faut vraiment avoir des preuves écrites, le tester, retester, montrer patte blanche, vouloir écouter et comprendre comment parlent les pharmaciens, comment parlent les médecins, comment parlent ceux qui ont quelque chose à dire dans la santé, qui ont l'argent, et vraiment être obnubilé par vouloir collaborer. Donc, je pense que cette ADN, elle n'est pas encore présente. Ok. Et pourquoi, selon toi? Je ne suis pas... comment dire, un très grand psychiatre ou psychologue, mais dans l'ensemble, ce que j'ai constaté, c'est l'éducation dans chaque pays est très différente. Donc, déjà, en France, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup jouer des coudes dès le plus jeune âge. Et ça, il y a cet effet jouer des coudes assez longtemps. Et il y a aussi que la France est comment dire, oui, le grand réservoir comment je trouve le mémoire tout d'un coup, des franchises, voilà. Donc, avec cette assurance qu'une franchise, c'est mieux que de faire une chaîne, donc c'est pour expliquer ça à certains qui ne comprennent pas bien la différence entre Basic Fit et, on va dire, qui c'est qui fait des bonnes franchises en France? Allez, aide-moi. Les bonnes... la plus grande franchise de France dans le fitness. La plus grande franchise, je ne sais pas, à part Basic Fit, après, il y a... Justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que Basic Fit, c'est une chaîne. Oui. Donc, il y a beaucoup de confusion avec ça. C'est une chaîne, il n'y a qu'un propriétaire, on va dire, bon, c'est un consortium, mais comment dire, il y a On Air. C'est eux qui. Voilà, il y a par exemple On Air, il y a Keep Cool qui fait moitié-moitié, c'est pour ça que je ne voulais pas prendre Keep Cool. Il y a, je connais moi, Liberty Gym, il y a des choses comme ça qui sont des franchises pures. Ça veut dire qu'il y a quasiment qu'un ou deux clubs qui appartiennent à celui qui a lancé la franchise. Et ensuite, il n'y a que des franchisés qui ont parfois plusieurs clubs. Mais la façon de gérer une franchise n'est pas du tout la même que de gérer une chaîne. Donc, l'esprit allemand est beaucoup plus chaîne. Ok. Il est beaucoup moins basé sur les franchises. Comme McFit, c'est une chaîne. Ok. Ils ne franchisent pas ces clubs. High Five, toutes les marques qu'ils ont, John Reed et tout, ce n'est pas des franchises.
Ah, ok, ça marche. Oui, voilà, c'est ça la différence. C'est qu'ils investissent avec des partenaires sur quelque chose qu'ils maîtrisent. Alors qu'un franchiseur, ça ne veut pas forcément dire qu'il maîtrise bien son concept, il maîtrise bien de le franchiser et d'essayer que les franchisés gagnent beaucoup d'argent pour en gagner lui aussi. Il n'y a pas du tout la même forme de mentalité là derrière. Bon, le principe d'une franchise, je suppose, quand on essaye de te vendre une franchise, c'est effectivement le fameux clé en main et accélérer, entre guillemets, le processus pour justement être rentable le plus rapidement possible. Voilà, mais ça nécessite presque toujours que ce soit simple, que le concept soit très simple à mettre en place et qu'il n'y a pas, pour ainsi dire, pas dans la branche du fitness, c'est que tous les locaux sont censés être identiques. Si je prends les McDo, ils sont très similaires les uns des autres. Bon, c'est plus facile, je pense, en termes d'agencement de faire les McDo. Après, c'est sûr que des clubs de fitness, ça doit être peut-être un peu plus difficile, quoi. On va dire qu'il y a toujours un modèle qui a un peu des marges. Donc, si on prend 800 mètres carrés, je pense qu'avec des fois 650, 700, on y arrive. S'il y a 1000, on y arrive aussi. Mais ça ne change pas que ce n'est pas un domaine où franchiser quelque chose des concepts très élaborés, comme on peut le voir dans des grands clubs en Allemagne, on ne peut pas franchiser ça, à mon avis. Vous mettez déjà 2 ou 3 ans à former tout le personnel, qu'ils soient à l'aise avec cette façon de penser. Et en France, tous ceux qui sont formés, donc tout le personnel formé en France, il va penser français. Il va penser club de remise en forme français avec des repères français. Et ça, c'est très difficile si vous amenez un nouveau concept qui vient, on va dire, de l'étranger. C'est très difficile à dire au personnel, vous oubliez tout ce que vous saviez. On ne va pas l'utiliser forcément tout de suite. Voilà comme nous, on travaille, voilà comme nous, on pense. Et c'est quelque chose de très difficile à amener dans un pays comme la France, qui a une énorme histoire, qui est très fier d'elle et tout. Donc, vous ne pouvez pas venir comme ça avec un concept belge ou suisse en disant on va révolutionner la façon de penser en France. Oui, encore belge et suisse, je pense qu'il y a quand même certaines similitudes, mais c'est vrai que, tu vois, je prends le CrossFit qui est arrivé des États-Unis. Bon, dupliquer le modèle et le transposer sans vraiment rien changer au modèle français, il y en a qui se sont cassés les dents dans le sens où voilà, il y a quand même des choses aussi à prendre en compte, comme tu dis, par rapport au pays en lui-même, quoi. Justement, le CrossFit, c'est un bon exemple que même les Américains, ils se sont un peu cassés les dents et que la force du CrossFit, puisque c'est un sujet très intéressant, c'est qu'on peut quasiment l'utiliser comme sport. Je peux me mesurer aux autres, ce que le fitness ne fait pas. Donc, il y a une deuxième confusion en fitness franchisé ou de chaîne et le fait que ce soit un sport ou pas un sport. Donc, le fitness, par essence, n'est pas un sport. C'est une activité physique où je me mesure avec moi-même. Et je ne me mesure pas aux autres. Donc, chaque fois qu'on veut introduire ça dans le fitness, on fait une erreur parce que ça n'a rien à voir. Donc, on est vraiment un produit pour les seniors ou pour des gens qui pensent autrement, qui ne veulent pas faire du sport. Et chaque fois, on en revient, comme là, je viens de lire sur Fitness Challenge, fantastique, que la génération Z, mais qu'est-ce qui nous ennuie avec ça, avec toujours ces générations jeunes? Je suis désolé, quand on est jeune, et moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas fidèle, non. Je changeais souvent d'optique, etc. J'ai déménagé, j'ai changé de métier. Donc, quand on est jeune, on n'est pas stable. Quand on veut faire du fitness qui gagne de l'argent ou coach, si mes clients, tous les 3 mois, ils changent d'avis ou ils changent de discipline, ou ils déménagent, ou ils changent de femme, et puis ça revient au même, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient, pourquoi je cherche des clients pareils? Je ne comprends pas ça. Pour moi, ça me dépasse. Et ça, pour moi, ça, c'est aussi une ADN française. On regarde vers des jeunes et tout. Pas du tout. Moi, je refuse ça. Je pense que ce n'est pas une bonne clientèle. Ils sont acceptés, bien sûr, mais ce n'est pas une bonne clientèle. Arrêtez de rêver. Ils n'ont pas de sous, etc. Bof, ça ne vaut pas la peine. Alors, je sais que tu as pas ta langue dans ta poche. Quels sont les plus… comment je pourrais tourner ça? Qu'est-ce qui te choque aujourd'hui au niveau du business, que ce soit de la part des clubs ou de la part des personnel trainers? Qu'est-ce qui est, entre guillemets, accepté aujourd'hui et que toi, ça te paraît… C'est toujours les mêmes.
en tout cas, pour l'instant, je pense que les mêmes rubriques qui m'ont toujours énervé, c'est que c'est ceux qui n'ont pas de club qui expliquent à ceux qui en ont comment il faut faire. Donc ça, c'est quand même le sommet du blues. Donc j'ai eu une dizaine de clubs, donc je pense que je peux faire la différence. Et donc presque tous les vendeurs, les fournisseurs font des théories ou racontent des statistiques qui sortent du chapeau. Et les propriétaires de clubs ou les coachs croient. Ils les croient. Pourquoi? Parce que ça leur fait plaisir d'y croire, parce qu'ils n'ont pas envie de fouiller, parce qu'ils n'ont pas envie de vérifier, et qu'il y a plein d'illogismes. Il n'y a aucun club qui sait exactement son taux de fidélisation, pas aucun, mais très peu. Personne ne mesure de la même façon. Beaucoup de clubs ne savent pas combien ils ont de clients exactement, en tout cas la moyenne annuelle. Et on arrive à nous dire combien il y a de clients dans toute l'Europe. C'est fantastique quand même. Et on y croit. Il y a plein de choses comme ça impossibles. Puisque les chiffres d'affaires, c'est quand les petites ou très petites entreprises, le chiffre d'affaires, il est biaisé, on sait très bien. C'est obligé. Bref. C'est ça qui y a une forme de. Tu parles du black, là? Il y a une forme de Non, pas du tout. Je parle de l'argent qu'on peut oublier. Agréablement dissocier de ce qu'on devrait déclarer. Okay. Et donc, il manque une forme de curiosité et de vérification de ce qu'on nous dit. Et puis, une chose qui m'a toujours énervé, c'est que quand on démarche un club, comme j'ai dû le faire souvent, quand on prend rendez-vous, tu peux être sûr que le type ou la femme, elle n'a pas le temps, qu'elle a autre chose, etc. Le rendez-vous, quand on le prend, systématiquement, il ne fonctionne pas. Tu viens à l'improviste, ça se passe 10 fois mieux. Ça, pour moi, c'est une tare absolue. En tant que Suisse, bien sûr, mais parce que si on est professionnel, comme là, on a rendez-vous à 14h pour faire notre interview, on a rendez-vous à 14h, c'est tout. Donc, je ne peux pas comprendre ça. Désolé, j'y arrive pas. Quand on est pro, on éduque tout le monde. On éduque soi-même, toujours et constamment, puisqu'il faut se prendre par le bout du nez, etc. On éduque son personnel, si on en a, ou ses partenaires ou ses collègues. Et on éduque les clients et les fournisseurs. Et tout ça fait gagner énormément de temps. De croire que l'improvisation et tout, c'est plus efficace, ça aussi, c'est quelque chose qui montre que la branche n'est pas professionnelle. Donc ça se professionnalise, je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais c'est quelque chose de récurrent, d'assez flagrant. Quand on a affaire à justement des coachs qui ont de la peine à tourner et tout, ils ont quand même une mauvaise gestion du temps, qui est une des bases. Et du coup, par rapport à quand tu as coaché pas mal de clubs, c'est quoi les grosses problématiques des clubs que tu as pu faire et des clubs, des problématiques d'aujourd'hui? Bon, sans qu'on me paye, je ne dis pas, mais puisque c'est toi, je vais faire un effort. Donc, parce qu'il est drôle. Alors, je pense qu'il faut accepter que ce n'est pas ce qui nous paraît le plus important qu'il l'est. Donc, la base, c'est que le marketing est beaucoup plus efficace que tout le reste. Mais que le marketing, c'est des statistiques, c'est des chiffres, c'est des investissements. Et que, bien sûr, que si on investit, on a une autre façon de penser que la branche d'origine. D'origine, la branche, elle pense, j'encaisse de l'argent, puis après, je verrai comment je le redistribue. Donc, ça, c'est dans l'ADN de la branche. C'est dans l'ADN artisanal, on va dire aussi. Tous les artisans ont cette tendance. Très peu, sauf s'ils sont obligés, vont aller voir une banque ou un financier ou chercher un patrimoine ou de l'argent pour d'abord l'investir sur du marketing. Donc, mon leitmotiv, c'est je n'achète rien tant que je n'ai pas fait une prévente qui me donne l'argent pour l'acheter. Si je ne pense pas comme ça, ça va être difficile d'accepter que le marketing est la pièce maîtresse. Ça, c'est tellement important ce que tu dis parce que je dis souvent aux coachs ou autres, c'est que tu peux commencer à vendre quelque chose sans forcément avoir tout le service déjà de réaliser et de fait. Donc, teste déjà le marché. Et comme tu dis, le marketing, c'est beaucoup de tests. Il y a souvent des coachs qui me disent « Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ?»
Je lui dis, on va tester sur 90 jours, 90 jours, et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Parce que même ce qui peut marcher pour moi, alors sensiblement, si je reproduis le même modèle, il y a des chances que ça fonctionne pour les autres. Mais voilà, les publicités, je pense aux publicités Facebook, des choses comme ça, même chose, il faut toujours tester, quoi. Oui, je pense aussi que pour parler plus des coachs, hein, j'ai quand même débuté par coach. Et puis, quand on conseille, après, on est quand même un coach. Quand on fasse des plans d'entraînement ou qu'on motive les gens, c'est un peu toujours la même façon de procéder. On a affaire à un humain, il faut pouvoir lui parler et comprendre comment il fonctionne. Donc, la technique vient ensuite. Et voilà, il faut vraiment pouvoir accepter, si je ne sais pas promouvoir mon produit, ça va être très difficile. Et si je veux apporter des preuves que mon produit, il est vraiment ce que je pense, il faut que je protocole, il faut que je valide, il faut que je teste, que je reteste. Et l'avantage de l'Allemagne, c'est qu'il y a eu beaucoup de campagnes dans tous les sens. Des campagnes, on va dire, tirées par les cheveux, un peu basées que sur des réductions et tout, ce qui se passe le plus souvent, alors que en parallèle de ça, il y avait des campagnes sur la santé. Quel est l'état de forme de Paris, etc. Donc, maintenant, ceux qui ont connu ça, ils ont un répertoire de campagnes incroyable. J'ai au moins 100 campagnes dans mes tiroirs différentes, touchant ou abordant le client par plein de biais ou d'angles. Et ça, c'est ce qui manque en France. En France, pour moi, il y a très peu de choses. Tout d'un coup, avec Greenwalder, on était venu avec la Slim Belly. Ça a été comme une révolution. C'est un seul produit. Je ne peux pas révolutionner mon club parce que j'ai une InBody, parce que j'ai une Slim Belly. Pour moi, c'est un délire, ça aussi. C'est quand même incompréhensible. Donc, si je n'arrive pas à trouver des partenaires dans le domaine de la santé que je défends, soi-disant, je ne suis pas crédible. Et je pense que la branche n'est pas crédible à cause de ça en particulier. Comment on pourrait être plus crédible du coup? Déjà, si on avait, en prenant Fitness Challenge, puisque j'y écris de temps en temps, que s'il y avait des sponsors comme Sanofi, c'est peut-être un mauvais exemple pour certains, mais au moins en France, Sanofi, c'est connu. Voilà. Surtout depuis qu'on a vécu une petite pandémie sympa. Donc, moi, j'ai des actions de Sanofi, c'est plutôt pas mal. Voilà, exactement. Donc, pourquoi s'en cacher? Pourquoi ne pas être partenaire? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas critique, pas du tout, mais on peut être partenaire de certains produits ou comme Nestlé en Suisse et tout. On n'est pas partenaire de ça. En Suisse, les clubs sont partenaires d'assurance maladie ou santé, bien sûr, depuis longtemps. Donc, c'est ça une forme de crédibilité qu'on peut obtenir. Donc, ce sponsoring, il est hyper important. Et dans ma ville, il faut aussi que j'ai des sponsors complémentaires ou synergiques de ma branche. Parce que ma branche, si c'est la santé, ce n'est pas que les clubs qui vont s'occuper de la santé. C'est quoi ce truc? Comment je peux faire, moi, à titre perso, si j'ai un club ou si je suis personnel trainer, pour justement connecter avec des gens de la santé pour asseoir aussi ma crédibilité et notoriété? Comment tu ferais, toi? Comme je viens les résultats que tu apportes à tes clients? Je n'ai pas entendu, on a été brouillé. Tu prouverais les résultats que tu as avec tes clients et tu irais voir justement des prescripteurs de santé en leur disant voilà comment je prends en charge les personnes, voilà les résultats que j'ai avec eux. Donc ça, on l'a fait aussi en Allemagne. J'ai fait beaucoup de choses dans ce domaine, donc aussi sur l'ostéoporose et tout. Pour aborder un assureur, c'est assez spécial. Vous pouvez lui montrer des résultats, ça ne va pas trop l'ébouriffer parce que si quelqu'un assure des millions de personnes, si vous l'apportez 3-4 clients qui ont fait l'Annapurna après 2 semaines grâce à vos services, bon, ça ne va pas bouger. Donc, c'est beaucoup plus efficace. En tout cas, c'est ce qu'on avait fait avec l'étude sur l'ostéoporose. C'est qu'on avait directement sur les fiches qu'on utilisait, sur les programmes et sur tout ce qu'on faisait, des partenaires comme Sanofi, là c'était Opferman, mais vous pouvez regarder sur Internet, c'est une firme chimique, bien sûr, mais qui fait des médicaments et qui est reconnue. On avait pris aussi Technogym, des choses comme ça. Mais Technogym sont connus. Et
c'est les premiers parmi les seuls qui ont toujours vanté la santé. Donc, il faut trouver des partenaires de ce style, même si c'est aussi une banque et tout, qui, eux, vont encourager, comment dire, le client ou le prospect que nous, on recherche, à nous faire confiance. Si on peut avoir des partenaires de confiance, c'est qu'on est de confiance. On peut pas faire l'inverse, on est trop petit. On ne peut pas commencer par des preuves par neuf avec des clients lambda qui, eux, bien sûr, quand j'amène ça, vous vous rendez compte, j'ai entraîné Andy Poiron, il a encore fait des progrès, même qu'il est déjà coach. Imaginez mon niveau. Et puis maintenant, on va travailler ensemble. Ça ne marchera jamais comme ça. C'est aussi notre esprit lié au sport. Je m'excuse d'y aller là, mais parce que quelqu'un a entraîné une équipe de foot, alors il s'est entraîné toutes les équipes de foot. Parce que quelqu'un a une fois été... Ça marche dans le sport, cette histoire. Il avait marqué justement un but, hein, c'est toi qui as joué au foot, il avait justement marqué un but contre notre équipe, alors il le transfère, etc. Il se base sur un match une fois. Donc ça ne marche pas comme ça dans l'industrie. Il faut vraiment être de longue haleine. C'est pour ça qu'il faut aussi faire des choses à long terme. Il faut vouloir des collaborations à long terme, puis pas forcément demander de l'argent. Déjà demander humblement qui nous cautionne. C'est déjà énorme parce qu'on est tout petit. Ouais. On est presque rien. En tant que Suisse, on est habitué. Non, mais c'est sûr que, on l'a bien vu avec l'épisode du Covid ou autre, c'est clair que nous, on a été, le fitness de manière générale a été laissé de côté. Et c'est vrai qu'on aurait été rattaché à ce type de groupe ou on va dire à d'autres industries qui ont de l'influence, ça aurait peut-être été différent. Même donc en Suisse, on est un peu vraiment reconnu comme un apport intéressant pour le peuple. Pendant le Covid, on était un peu, comment dire, pas seulement laissé pour compte, mais aussi traité comme tous les indépendants. Comme si, malheureusement, les complotistes auraient raison qu'on essaye de liquider ou de tuer les indépendants. Mais c'est aussi parce que les indépendants, comme ils ne déclarent pas vraiment des sommes astronomiques, pas une rentabilité astronomique, bien sûr que quand vous allez vers une banque, il vous punit. Il va dire, la branche, regardez, 70% sont faillites si on les analyse. Il y a des faillites un peu dissimulées puisque c'est la famille qui travaille dans le club ou la même chose se fait avec le CrossFit, la même chose se fait dans les restaurants. Donc, justement, une fois de plus, on n'est pas pris au sérieux. Une fois de plus, on n'a pas des bons comptes, on n'a pas des vraies statistiques et on est au niveau des vendeurs de voitures d'occasion, si jamais ça intéresse quelqu'un. Donc, c'est ça notre niveau auprès d'une banque ou auprès du domaine financier. Donc, évidemment, c'est dur de dire à l'État, à Macron chez vous, faut nous donner de l'argent, on est super, on va remonter ça vite fait, on va vous rembourser, vous allez voir. Et puis, je crains que, en tout cas en France, d'ici 2 ou 3 ans, on voit que 50% des emprunts de notre branche durant cette pandémie ne seront pas remboursés. En France, ça n'étonne personne, tout le monde rigole. Mais en Suisse, c'est la mort. Si vous faites ça, c'est pénal. Donc, j'ai interviewé du coup Anthony là, qui a plusieurs clubs du coup en Suisse qui me partageait que les indépendants en Suisse souffraient et qu'il y en a beaucoup qui ont déposé le bilan. Je pense qu'il y a un dépôt plus rapide en Suisse. Donc, vous êtes plus vite en face du problème. C'est plus facile aussi à suivre un petit pays qu'un grand. C'est plus lié quand même à la taille. Ouais. Et que le fonctionnement en Suisse, vous avez une TVA risible. C'est pas comparable. Aussi, la façon d'avoir envie de tricher est différente. On va dire comme ça. Et quel que soit le business que l'on a, qu'on soit un club, une box, un personal trainer indépendant, il y a toujours cette phase où je dois me faire connaître pour éventuellement avoir l'opportunité de vendre quelque chose à ma cible. D'après ton expérience, toi, et aujourd'hui, ce que tu peux faire, ce que tu peux voir, est-ce que tu pourrais nous donner des pistes de réflexion justement pour comment faire pour me différencier de par, on va dire, l'ultra-concurrence qu'on a aujourd'hui? Alors, quand on parle de la surpopulation mondiale, il y a plein de gens qui vont vous dire on n'est pas surpeuplé, on peut en mettre plus. Et on pourrait dire la même chose sur ce qui est de la concurrence. Donc,
je ne sais pas jusqu'à quel point la concurrence, elle n'est pas positive. Donc, quelle est la densité de coach qu'il nous faut pour que cette concurrence soit positive? Ça, je ne peux pas le dire comme ça, mais je ne pense pas qu'on est au point de saturation. On est au point de saturation de tous s'appeler la même chose. Ça, oui. Donc, si on s'appelle tous coach sportif, voilà. Donc, si je m'appelle coach sportif pour chien, coach sportif pour cheval, coach sportif pour fleurs, coach sportif pour... Je fais exprès pour ce que je veux. Déjà là, on a déjà du champ. Là, on peut de nouveau encore faire x20. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, le positionnement dit de façon très, on va dire, primaire. Mais le coach qui se lance, ben, la même chose, il faut qu'il fasse de la prévente. Et un truc flagrant que je viens de lire, puis que j'avais même oublié, c'est j'ai fait des interviews avec des couples et avec des gens individuels qui sont publiés sur Kindlebook. Et les personnes interviewées n'ont même pas réussi à en vendre un, à en faire vendre un. Mais ça, c'est le reflet des coachs. Ça veut dire que si dans ma famille, si autour de moi, il n'y a personne qui peut parler de moi, je n'ai même pas besoin de commencer. Donc déjà, pour qu'ils puissent parler de soi, il faut qu'on leur mette dans la bouche un bon slogan, une bonne raison de parler de nous. Donc c'est pour ça que ça commence toujours en amont avec un marketing de qui je veux être, qui je peux être, c'est quoi ma vision, c'est quoi ma mission, comment je vais le faire, pourquoi je suis crédible. Mais ça, voilà, il y a une espèce de message à simplifier et pouvoir mettre dans la bouche de mon entourage ou de ceux qui m'apprécient, parce que sinon je ne pourrais déjà pas avancer si je n'ai même pas ça. Si j'y vais seul contre tous, c'est fichu. On se rend compte que le message, il est pas très clair, quoi. Où on va dire, oui, on dit, bon, bah, je suis coach sportif, je suis capable de t'entraîner, quoi, point barre, et de te permettre d'être en meilleure forme physique. Mais si on reste que sur cette phrase-là, c'est clair que ça donne pas forcément trop envie, quoi. Voilà, je vais prendre un exemple parallèle, comme ça, personne ne se sent visé. Au début que je coachais des clubs, bien sûr que ceux qui étaient sensibles à mes propositions, c'est qu'ils étaient à la rue, puisque je n'avais pas de nom, je parlais à moitié l'allemand, j'étais pas super crédible, et la logique veut qu'on se dise, bon, c'est quoi tes expériences? Tout le monde a demandé ça. En Allemagne, on ne veut plus avoir ma voiture, donc comme c'était une poubelle, je la cachais, et mon expérience était nulle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait plus ou moins crédit, ou on regarde le club et puis on voit que, de toute façon, il n'a pas de sous. Donc, on ne risque pas d'être payé, il n'a pas de sous. Donc, votre seule chance, c'est d'avoir une arme fatale qui va lui générer des sous pour qu'il puisse vous payer. Et puis, comme tu le dis souvent dans tous tes posts et tout, pas d'argent, pas de bonbons. Donc, si vous n'avez pas une solution pour générer de l'argent, pour moi, c'est plus que compliqué. Plus que compliqué. Parce que, évidemment, le conseil de toutes les grand-mères du monde qui adorent leurs petits-enfants, c'est tu fais moins cher, tu auras plus de clients. Puis ça, c'est la mort subite. Il n'y a qu'à voir les clubs, il n'y a qu'à voir tout le monde qui a suivi. Avant, un club à 70 €, ce n'était pas rentable par mois pour le client. Et maintenant, à 20, c'est rentable. Il faudra qu'on m'explique. Il y a quand même un truc que j'ai raté. Bien sûr, on peut faire que les coachs soient indépendants, louent la salle, etc. On peut descendre beaucoup les frais de personnel, mais même si les frais de personnel étaient 30%, ben voilà, j'ai 30%. 30% de 70, ça nous fait 49. Voilà, ben si je ne veux pas au moins à 49, je n'y arrive pas. Ça n'a rien changé. C'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes comptes. Enfin, je m'éparpille un peu. Donc, pour revenir à notre parallèle avec les coachs. Il y a un truc aussi qui est assez... qui est propre aussi à notre secteur d'activité, c'est que nous, on compte sur les gens qui prennent un abonnement, enfin, si je prends les fitness, du coup, mais qui ne viennent pas, quoi. Et c'est ces 30%, ces fameux 30% qui ne viennent pas dans le club qui permettent peut-être, voilà, des fois de tirer un peu de rentabilité, quoi. Alors que… oui, bah, ça, c'est un sujet, comment dire, qui ne peut pas nous rendre fiers de nous et qui ne va pas nous aider à trouver des partenaires. Donc, voilà, faut essayer de l'avoir. Ce que moi, j'ai appris des Américains, dans ce qui concerne notre branche, c'est que si je travaille dans une branche prospère, je vais prospérer.
Si ma branche végète, je vais végéter. Et j'ai besoin que tout le monde prospère. J'ai besoin que tous les coachs gagnent de l'argent. J'ai besoin que tous les clubs fonctionnent. Je ne peux jamais me réjouir qu'il y ait une faillite. Jamais. Ça, c'est nul. Donc, c'est ça la base. Je dois me réjouir que les gens aient du succès. Et je dois tout faire pour qu'ils en aient. Et si on veut que la branche prospère, il faut s'associer avec des gens qui connaissent comment prospérer, qui amènent des choses. Et puis, ce n'est pas parce qu'elles viennent d'ailleurs, qu'elles ne sont pas formulées comme j'aimerais, qu'elles sont négatives. Et je pense que ça manque, en effet, pour revenir, donc c'était ça le sujet, la diversification ou le positionnement, c'est ça. Je suis positionné, la branche de la santé, ça, on ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce que j'amène? Moi, spécifiquement, qu'est-ce que j'amène? Et évidemment, si j'aime que la génération Z, ben, j'aime que la génération Z, mais je dois peut-être admettre que même si j'aime pas les seniors, ben, il y a peut-être plus à faire chez les seniors, il y a peut-être beaucoup plus à faire aussi dans la perte de poids. C'est un sujet, c'est incommensurable. La quantité de gens qui aimeraient perdre du poids, on n'aura jamais assez de coachs pour y arriver. C'est sûr. Donc, faisons ça. Voilà notre nouvelle mission. On fait diminuer le taux de graisse de la France de 5% chaque année. Voilà, ça c'est pour moi une mission. Il y a un but, c'est mesurable. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ben, quand vous allez dans les clubs, en règle générale, la majorité, non, ou les coachs, ils ont peut-être une solution perte de poids, toujours la même. Il faut venir au moins 2 fois par semaine. Il faut arrêter de bouffer comme un cochon. Moi, je peux vous la faire facile. Ben, j'avance pas, je n'ai pas de résultat avec ça. Parce que l'être humain, tout être vivant est fainéant. C'est la propre de la vie, c'est le raccourci. C'est ça qui montre que quelque chose est vivant, c'est qu'il cherche le raccourci. Pas aller plus vite que les autres, plus haut, etc. Donc, si nous, on n'est pas capable de proposer des raccourcis et qu'on n'est pas, on n'est pas capable non plus de se faire entendre, bon, ben, ça va être toujours le même problème qu'on a maintenant. Voilà pour résumer ça en 3 lignes. Et du coup, comment trouver des solutions comment trouver des solutions intéressantes pour justement développer tout ça? Tu parlais de la minceur. Je pense qu'il y a, je sais plus, j'étais tombé sur un chiffre qui correspondait à des milliards, hein, le marché de la minceur, alors que le fitness, lui, je pense, il en prend une toute petite partie. Alors là, c'est comme pour les médicaments. L'art, c'est pas de s'en faire des ennemis. Donc l'art, c'est pas de rentrer dans l'art. L'art, c'est de s'associer avec ceux qui gagnent de l'argent avec ce domaine, dans ce domaine, et de montrer qu'on est synergique ou complémentaire, mais surtout pas en concurrence. Dès qu'on entre en concurrence avec plus fort que soi, ben, généralement, on prend des baffes et puis on finit KO. Donc, c'est beaucoup plus utile d'avoir une approche de coopération, de complémentarité. Ok. Et l'autre facteur important, je pense, c'est la partie, on avait discuté du coup, quand on s'était vu, sur la partie vente. Qu'est-ce que toi, tu as compris de la vente et comment justement amener les gens à souscrire à notre offre? Bonne question. Que j'avais répondu. Donc, je pense de ça que tout le monde est un bon vendeur. Il n'y a personne qui n'est pas un bon vendeur. Mais ça dépend des secteurs, des domaines, de la confiance en soi aussi. Donc, au début, si on n'a pas confiance en soi, je pense qu'il faut essayer de trouver des bons exemples autour de soi, évidemment. Je parle d'un coach, hein, c'est pour moi le plus simple parce que si je n'arrive pas à convaincre quelqu'un à côté de chez moi de ne pas payer pour avoir un exemple, je peux au moins échanger contre des autres formes de paiement que l'argent. Il y a beaucoup de formes de paiement que les gens oublient. Par exemple, un bon témoignage. Simplement qu'ils viennent avec une autre personne. Je peux trouver des modes de paiement différents que l'argent, mais qui me font avancer puis qui ne font pas que je suis obligé de faire comme les clubs qui ont une proposition que je trouve le reflet de notre branche. Séance d'essai gratuite offerte. Donc, si elle est gratuite, je ne peux pas l'offrir.
Puis j'aimerais bien que la branche comprenne une fois ça. C'est pas possible. Puis si quelqu'un ne veut pas payer 1 euro, ben, ça m'étonnerait que ce soit facile de lui vendre quelque chose qui est à 20 ou 40. Et ça donne la part belle au commercial. On se sent obligé d'avoir des commerciaux puisqu'on part sur une prospection à 0. La personne ne paye même pas. Donc, tous ceux qui ont fait de l'e-commerce ou comme toi, qui ont échangé une adresse mail contre un e-book, c'est le premier pas. Il me donne son adresse mail, c'est une forme de paiement, ça aussi. Mais après, il faut que je l'utilise. Puis après, je lui propose quoi? Je lui propose un truc à 150 € ou un truc à 7 €. Puis après, je lui propose quoi? Je ne peux pas commencer avec je suis au rayon Tampax et puis je vends des bateaux. Ça, c'est des bonnes blagues qu'on se raconte, mais ça ne marche pas. Donc voilà comment je le vois, c'est de se préparer, donc en amont, avec quelle monnaie j'accepte, pas que les euros, les nouvelles monnaies crypto, mais aussi des échanges d'informations, des échanges, des collaborations aussi. Donc je peux échanger contre beaucoup de choses. Je peux aussi échanger de pouvoir rester 2 heures dans une pharmacie à parler de moi, à donner des tracts, hein, ça existe encore. Et puis, en échange, je fais une petite conférence qu'ils organisent pour eux sur la différence entre un médicament et un complément alimentaire. Je peux faire des mille choses, mais j'en ai des valises entières. Sauf qu'il faut trier, il faut choisir quelque chose puis le faire. Ça restera, comme tu le dis si bien, agir, puis c'est tout. Mais il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, je pense qu'il faut absolument écrire un bouquin là-dessus. Parce que c'est dommage de garder ça dans mes valises et mes tiroirs, puisque ça pourrait aider des gens qui sont quand même ouverts à essayer des choses qui ont été faites. Ce n'est pas des inventions, ça a été fait. Et ça aussi, ça manque dans la branche. Vraiment des campagnes du terrain, faites par des gens du terrain qui sont normaux. Parce que quand on vient en démonstration, on a un exemple en Allemagne avec les gâteaux porte-bonheur, on vous apporte 100 prospects en 1 heure. C'est génial ici, mais c'est nous qui faisons le truc. Donc, quand il faut le transférer au personnel, ça change la donne. Là, tout d'un coup, vous avez besoin de 3 jours, donc milliers d'euros pour payer ces gens qui vont transférer leur savoir-faire, etc., etc., une grande logistique. Donc, c'est aussi ça, souvent, la confusion. Donc, on préfère déléguer, comme toutes ces campagnes phoning que je déteste, qui se font beaucoup en France. On délègue à une compagnie X son image, quelque part. J'ai toujours été contraire à ça parce que nous sommes des artisans. Quand le prospect vient, il faut que ça reflète ce qu'il a ressenti par notre campagne ou par le truchement de ce qu'on a produit. Et ça, c'est hyper important, mais c'est gaspillé, c'est vilipendé. Taux de fidélisation en France, en dessous de 50%, c'est lamentable. En Allemagne, on a beaucoup de clubs qui sont à 80%. Donc, c'est mesuré d'année en année, etc. Donc, tout est possible, mais c'est une intention de base. Donc, si on revient à ça pour un coach, c'est l'intention de base. Je veux être qui pour qui? Je commence avec quel support dans ma poche? Je veux collaborer avec qui? Pourquoi? Voilà. Je suis indépendant dans un club de fitness. Toi qui connais bien du coup les clubs, je suis indépendant en tant que personnel trainer. Tu me conseilles de faire quoi si je démarre de zéro? Comme tu dirais, pas faire comme les autres. C'est une bonne réponse. Et de ne pas forcément aborder les clients comme tous les autres. Donc, il y a une technique qui fonctionne très bien de McFit, mais je ne prendrai pas du tout celle-là. Je me ferais bien voir des propriétaires ou du propriétaire en lui amenant des clients. Parce que phagocyter, sucer les clients, au sens pur du terme, c'est une démarche, bien sûr, c'est le raccourci, voilà. Mais la vraie démarche qui fait que vous êtes irremplaçable, que c'est fantastique, vous amenez des nouveaux clients. Et là aussi, il y a 36 000 choses à faire, comme celles qu'on vient d'énumérer, mais plus. Et c'est pour moi ça la solution. Le coach, il doit avoir une valise, dans le sens qu'il a des campagnes, des démarches qui lui permettent d'amener 10, 20 clients par mois. Puis là, il est senior.
Parce que aussi, il les perd plus. Ça veut dire que de temps en temps, il peut faire payer sa prestation au client qu'il a amené, mais tant que ces gens sont fidèles au club, et là aussi, il faut fidéliser, évidemment, il faut s'entendre, il va pouvoir de temps en temps leur vendre des prestations. Il est doublement crédible. Et je pense qu'il y aurait aussi une meilleure qualité avec cette approche, puisque en tant que coach, je mets mon image en jeu, puisque j'amène quelqu'un dans le club et je lui dis ça, c'est un bon club pour s'entraîner. Donc, c'est à moi d'assumer si c'est pas très pop, si c'est pas très professionnel, etc. Donc, de tout faire pour que ça s'améliore. Et puis, d'inciter tout le monde à fidéliser ces gens que j'amène. Sinon, je ne vais plus pouvoir leur vendre quelque chose. Ouais. Mais c'est vrai qu'aussi, des fois, les clients des coachs ne sont pas les mêmes que ceux des clubs. Ça, je sais que c'est pas. Ouais, moi, si je devais démarrer de zéro mon business de personal training, la première chose que je ferais, c'est que j'irais je trouverais un bon club, mais j'irais dans un club, quoi. C'est clair que c'est plus facile, enfin, en tout cas pour moi, enfin, ma vision et de par mon expérience et ce que j'ai pu faire de mon parcours, voilà, je sais que dans un club, je suis sûr de trouver, en fait, des profils de personnes que je peux accompagner, que je peux aider. Alors que si je suis à domicile ou en extérieur, enfin, ou autre, c'est quand même beaucoup plus difficile. En tout cas, c'est ma vision du truc. Oui, je pense aussi, mais c'est quand même de nouveau une notion de marketing. J'investis sur je paye ma place pour pouvoir travailler dans un club. Donc, c'est un investissement marketing. Puis maintenant, je viens équiper comment je fais quoi? Puisque là, je suis vraiment un indépendant pur et qui, en plus, en face, a des autres coachs qui ne me voient pas forcément d'un bon œil. Oui. Donc, on en revient à si j'arrive à faire les deux, à rentrer dans un club et faire quelques clients avec ceux qui sont là parce que je fais quelque chose d'autre ou autrement que les autres coachs, et en plus, j'en amène de l'extérieur, ça, c'est pour moi la meilleure solution. Excellent. Et si demain, tu devais reconstruire un club, tu t'y prendrais comment? Avec les deux mains et disons que de rentabiliser un club, c'est tellement difficile que je pense que je ne ferai pas. Mais admettons que je suis obligé, j'ai le fusil sur la tempe. Déjà, la complexité, c'est d'être dans une zone assez stable. Donc, l'emplacement, bien sûr que tout le monde le dit, mais c'est plus que vrai qu'il est relativement primordial. En Suisse, c'est plus que complexe parce que les loyers sont exorbitants. Si bien qu'on est obligé de s'associer avec, on va dire, quelqu'un qui serait propriétaire d'un grand local qui n'arrive pas à louer. De nouveau en Suisse, il n'y en a quasiment pas, mais si je prends la France et tout, là, il y en a quand même un peu plus. Et puis, c'est vrai que les concepts qui ont lieu en France, je trouve que le système un peu repris sur Keep Cool ou justement les John Reed sont les plus intéressants si on veut proposer beaucoup de coaching. Donc, je pense que les coachs sont la pierre angulaire de tout club. Je ne crois pas du tout dans les commerciaux. Je trouve qu'en règle générale, il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais en règle générale, ça, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Que je préfère donner cet argent aux coachs et leur expliquer ce que j'attends d'eux. Et puis leur montrer que c'est très simple. Si on fait des promotions et des campagnes par la forme et la santé, si le coach il est vraiment dédié à la forme et à la santé, il va se royaumer. Ça sera facile de vendre parce qu'il n'a rien à faire, à part être lui-même. Puis montrer qu'il est passionné, qu'il y croit, et puis respecter certaines bases, comme être à l'heure, comme respecter le timing. Ça a l'air tout bête, mais je pense que la vraie faiblesse de tous les artistes, puis les artisans sont quelque part, c'est le timing. C'est de savoir bien gérer le temps, de pouvoir se présenter devant un client fait, dispo, la tête à ça, et pas tout le temps courir, être comme finalement une mouche qui ne sait pas où elle va.
Ok, excellent. Comment toi tu fais, Christian, pour continuer à progresser, à apprendre? Alors, j'adore m'instruire. Donc, ça veut mon défaut, on va dire, parce que j'ai plus d'énergie pour m'instruire que pour conseiller. Donc, oui, je suis toujours prêt. Comme je peux écouter des vidéos ou des gens parler des heures et des heures, je me fatigue jamais. Ça me Ok. passionne. Apprendre me passionne. Donc, puis je suis intéressé à presque tout. Mais Donc, t'as une routine dans la semaine ou comment tu t'organises pour ça ou c'est en fonction de voilà du moment présent? j'ai tendance à me fixer un peu un horaire, oui. Comme j'étais prof, j'ai tendance à me faire un petit horaire. J'avais développé ça en Allemagne au début pour me reconstruire. Et par exemple, j'avais un temps où j'allais à la bibliothèque de la ville parce que la bibliothèque, c'est gratuite. Mhm. Et pour regarder qu'est-ce qu'il y avait comme livre et m'instruire un peu. J'avais un temps pour justement faire du sport, j'avais un temps pour m'occuper de mes enfants, j'avais tendance aussi à voilà, faire des horaires. Alors, je sais que ça ne convient pas à tout le monde, mais ma nouvelle doctrine, c'est de faire des time boxes, donc Mhm. des espaces-temps d'un quart d'heure, 20 minutes, puisque maintenant le temps, on l'a plus divisé en, on va dire, quart d'heure, 20 minutes qu'en heure, et d'être actif pendant ces 15-20 minutes sur trois choses. Donc ça aussi, ça s'oblige à peut-être pas rester une heure sur les réseaux sociaux, puis d'y passer que 15 minutes. Donc aussi, à ce moment-là, je commence à peut-être être un peu plus sévère, un peu plus critique. Je vais prendre que vraiment ceux qui me paraissent le plus intéressants, etc. Donc avec ces time box, je peux améliorer ma qualité ouais, d'organisation et aussi pour changer mon état d'esprit ou ma façon de penser. La difficulté quand on fait que de lire, bah, c'est comment dire, monogame, c'est Ouais, c'est monotache, et donc je muse. Alors que si tout d'un coup je fais vite autre chose, quitte à que ce soit comme moi, je tendance à me dire bon bah je vais sortir les poubelles. Mhm. C'est mon quart d'heure poubelle. Puis là, j'essaie de discuter avec quelqu'un pour me changer les idées, pour avoir de nouvelles approches. Ok. Donc voilà ma façon de fonctionner, mais je, comment dire, je peux que parler pour des gens qui aiment bien se structurer ou qui ont besoin de l'être, Ouais, que les je trouve, cartes bien, que quoi. je trouve pratique et puis qui arrivent à le suivre. Ça ne Mhm. sert à rien de se structurer et puis de dire je vais faire ci, je vais faire ça, puis on n'y arrive pas. Donc ça aussi, se mettre en échec, c'est pas une bonne solution. Ouais, mais c'est souvent, enfin, c'est un peu comme avec nos clients, c'est que si tu te fixes trop de choses, tu veux révolutionner ta vie ou tu veux révolutionner ton business, c'est sûr que ça marchera pas. Par contre, commence par une étape, fais-la déjà tous les jours et après, tu peux éventuellement rajouter. Voilà. Euh, Mais on peut dire que la meilleure étape, c'est mon exemple classique, c'est presque personne ne rate son avion ou son train. hmm. C'est preuve que tout le monde arrive à être à l'heure. Donc, il faut tout le temps être comme ça. C'est tout le temps un train à prendre, c'est tout le temps un avion à prendre. Chaque rendez-vous est un train à prendre. Bon, Et comme la SNCF est toujours en retard, tu peux quand même être en retard, mais oui, mais c'est en retard de rien du tout, quoi. C'est par rapport à une vie ou par rapport à… ouais, Oui, ça bon, dépend. Ça dépend. Ouais, il y a j'ai des il y a des exemples. exceptions, mais dans l'ensemble, voilà, moi, je suis plus habitué au CFF suisse qui ont très peu Suisse, de retard, j'ai ou à la côtoyé les japonaise. c'est à l'heure, c'est à l'heure. Voilà. C'est à l'heure. Mais oui, c'est clair que c'est beaucoup plus facile d'être à l'heure en France. Donc, ça veut dire qu'on accepte beaucoup les contretemps et tout ça, parce qu'aussi, dans un grand pays, c'est plus difficile d'arriver à l'heure. Ça, je l'ai bien constaté. Mais où c'est le plus dur, je pense, c'est au Japon. Donc, on devrait se féliciter d'être en France et d'essayer d'être quand même supérieur à la moyenne ou de rester vraiment, si possible, dans un créneau où le client peut être vraiment satisfait de notre ponctualité. Et du coup, aujourd'hui, tu continues à coacher, à faire du consulting. C'est quoi les projets? Alors, les projets, c'est d'écrire un livre sur le marketing pour les coachs, justement. J'espère que je pourrai compter sur Monsieur Poiron parce que c'est quelqu'un qui sait parler aux coachs. Moi, je suis plus quelqu'un qui a parlé au club, on va dire. Et oui, je coach toujours certains clubs.
qui n'arrivent pas à se défaire à mes services. Et je développe pas mal de solutions perte de poids et je cherche aussi pour ce qui va être développé en campagne des sponsors. J'essaie d'approcher des sponsors et le prochain que j'aimerais obtenir, c'est la ville de Paris. Donc si on arrivait à avoir ville de Paris sur nos supports, tous les coachs sur leurs t-shirts, je pense que ce serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal, effectivement. Pour 2024, avoir ville de Paris, c'est vrai que ça serait pas mal. Voilà. Qu'est-ce qui t'anime encore, toi, Christian? Pardon? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui encore c'est que. Je vais dire à ton âge, ça se dit pas. Voilà, oui, par la négative, c'est où je me fixe des challenges motivants, ou je ne suis pas quelqu'un qui aime rien faire, donc je meurs. Donc, ça, c'est par la négative. Puis par la positive, c'est justement de trouver des solutions pour réussir à atteindre mes derniers challenges que je n'ai pas atteints, et surtout à faire du bien à la branche, malgré elle des fois. Donc, comme cette vision de mettre sur les t-shirts de tous les coachs de France, Ville de Paris, pour moi, ça, c'est une vision qui anime, qui motive. Ouais, c'est hyper inspirant. Surtout on est toujours après se dire, est-ce que je pourrais tenir, est-ce que je pourrais tenir 10 ans, est-ce que je pourrais tenir 20 ans, donc est-ce que je pourrais tenir 30 ans et plus. Je pense que. La seule façon, pour moi, la seule façon, c'est de vraiment penser qu'on peut vivre 120 ans, déjà ça, puisqu'on le dit, donc on doit aussi essayer d'y croire. Et si je veux vivre 120 ans, comme j'ai vécu maintenant les 60 dernières, il faut mettre les gaz. Hein. Pour moi, ça n'existe pas, la retraite. C'est demander à un arbre si ça existe, la retraite. Ça n'existe pas, la retraite, pour moi. C'est pas humain. C'est une invention aussi pour justifier qu'on nous fait trop travailler pendant notre jeunesse ou mal. Ça, oui, je le concède. Qu'on arrive crevé. Parce que. On arrive crevé, mais il faut trouver des solutions pour ne pas arriver crevé. Ah oui. Et les vraies solutions sont dans la tête, d'avoir des beaux rêves, et puis d'essayer de les réaliser, ou de trouver des gens qui nous inspirent, et puis de regarder comment ils ont fait pour y arriver, et puis d'y arriver soi-même. Grâce à la branche, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Ouais, justement, c'est qui t'inspire ou qui t'a inspiré? Je pense que les premiers, c'est ceux qui conseillaient de manière honnête. Donc, comme Greinwalder et tout, parce qu'il n'essayait pas de prendre trop de risques et de coucher le club qu'il conseillait. Alors que d'autres, en face, n'avaient pas de scrupules. C'était on y va ou à la Echte Best, tu fais ou tu dégages. Et donc, c'est plus ceux-là qui ont été mes idoles ou Voilà, j'ai aussi beaucoup apprécié ce qu'a fait Schwarzenegger indirectement, parce qu'il a fait beaucoup de bien à la branche. Il y a eu le premier qui a fait le Life Fitness. Et ça aussi, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et puis, j'en ai rencontré tellement, c'est difficile de dire. Mais dans l'ensemble, c'était des gens complets, on va dire, qui montraient l'exemple, qui étaient généreux, qui avaient une force de travail assez exceptionnelle, puis qui allaient jusqu'au bout de leurs idées, qui n'avaient pas peur. Parce que maintenant, c'est assez facile de dire « j'ai pas peur », il y a plein de choses, on a plein d'exemples. Mais quand ceux-là ont commencé de façonner la branche, il n'y avait pas d'exemple. La feuille était blanche. C'est quoi ton échec préféré? Mon échec préféré, c'est une question, je ne m'attendais pas. Mon échec préféré. J'aime bien quand je prends des bonnes baffes où j'ai la honte, mais ça me fait rire. J'adore avoir honte de moi. Quand je me rate, je vais faire le malin, puis je me rate. Ça c'est mes échecs préférés. Sans le chercher, mais ça arrive bien des fois. Hein. Je pense que les sportifs connaissent ça, quand on veut faire le malin et qu'on se rate. Donc, voilà. J'aime bien ça. Les échecs qui nous remettent en question, il y en a beaucoup. C'est plus souvent, on va dire, dans la vie privée aussi qu'ils arrivent. Dans le business, c'est plus rare parce que
que tu en retombes à zéro, bon, il faut se relever, il faut recommencer. Donc, on ne peut pas en avoir 36 000 pendant sa vie. Alors que émotionnellement, on peut en avoir un paquet, oui. Mais je ne sais pas ce qu'on apprend vraiment. Donc, je pense que les meilleurs échecs, c'est ceux qui nous remettent en question quand on commence à oublier qu'on devrait être humble et puis respectueux. Oui, tout à fait. Et si tu devais partager un livre, ou si tu devais me donner un livre, ou si tu devais donner un livre à tous les patrons de club ou personal trainer, ou s'il y a un livre qui t'a marqué dans ta vie, dans ta carrière, ce serait lequel? Il y en a plein que je traîne avec moi depuis 30 ans. Ouais, oui, le défaut, c'est souvent ils sont en anglais. Voilà, c'est vrai que souvent on nous rabâche les oreilles avec des livres que tout le monde a fait. Tout le monde veut faire croire qu'ils les ont lus une fois alors qu'ils n'ont pas lu, mais le truc le plus fantastique que je connaisse, je le cherche là, c'est un carnet de Anthony Robbins, mais c'est pas connu du tout. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est en anglais. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, Anthony Robbins, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pape du développement personnel aux États-Unis. Il a écrit pas mal de bouquins et des bouquins qui ont été souvent cités. Exactement. Mais on ne connaît pas ça. C'est que des slogans ou des phrases motivationnelles dont je parle. C'est un calendrier qui n'est pas connu. C'est vraiment top. Mais je ne l'ai jamais retrouvé. Je l'avais découvert dans un aéroport. Je ne l'ai jamais retrouvé. Il date celui-là ou ça? Oui. Mais c'était à l'époque où Anthony Robbins commençait d'être découvert. Personne ne connaissait. Ici, en Europe, il n'y a personne qui le connaissait. Comme j'allais beaucoup aux États-Unis pour Ursa et tout ça, à la grande époque, avant que les gens connaissent, donc j'étais tombé sur les CD, à l'époque c'était des cassettes de Anthony Robbins, les toutes premières, c'était un type en immense surpoids, qui avait maigri de, 60 kilos, puis il tenait des conférences, et puis la première fois qu'il va avec une vieille voiture pourrie, la même que j'avais, puis après il est en hélicoptère, ce que je n'ai encore pas réussi de faire, et j'avais pas de poids à perdre, c'est ça qui est le problème. Et il a sorti, je t'enverrai la référence, il faut que je le retrouve. Ouais, avec plaisir. Vraiment, ce format, tout petit. Ok, je connais. Pour chaque jour, une bonne phrase, mais que ce qu'on aime nous deux dans le business, comment se ressaisir, se remotiver, comment motiver les autres, comment avoir toujours la banane et tout. Bon, en anglais, c'est aussi des fois plus facile à avoir des phrases pregnant, comme ils disent. Mais ça ne change pas qu'en Allemagne, il y a l'équivalent qui s'appelle Jörgler. J'ai aussi celui-là. C'est aussi un calendrier mais c'est un peu plus long à lire. Et puis, j'en ai un type qui s'appelle Arthur Lassen, qui a écrit, c'est comme le petit truc que j'ai là, Souris au monde, elle te sourira, qui a fait un bouquin sur la motivation qui est vraiment excellent. Et ça lui est monté à la tête, il a voulu faire un bouquin sur faire de l'argent et il s'est suicidé. Donc c'est très intéressant. Ça, c'est pour moi des bons exemples, pas de remise en cause parce que c'est un peu con, mais c'est des bons exemples pour montrer il faut savoir jusqu'où vont mes chaussures et il ne faut pas en sortir. Donc là aussi, c'est bien, j'ai rencontré des monstres qui sont sortis de paires de chaussures immenses, mais c'est des exceptions. Suivant qui on n'est pas fait pour ça, il faut savoir rester dans plus petit. Je suis sur Amazon, là j'ai vu qu'ils avaient traduit un bouquin, Progresser à pas de géant, et c'est… Voilà, et c'est ça, c'est Anthony Robbins, c'est celui-là. Mais c'était découpé. Oui. Exactement, ça. Ça, tu peux le conseiller. Ça, il y a des bons qui a traduit, mais ça, c'est pas connu et ça, c'est excellent. Et ça correspond bien. Je vais essayer de ne pas jeter la pierre à ceux qui n'aiment pas lire ou qui ne lisent pas, mais ça correspond bien justement à une mentalité de quelqu'un qui déteste lire et tout, parce que c'est vraiment court. Chaque jour, il en a pour 10 ans de lecture. C'est plus court que Facebook. Bon, super. Merci en tout cas de ton partage et de ta grande expérience. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Alors, je suis sur LinkedIn. Ouais. Mon nom, Christian Sougy.
rien de spécial. Je change souvent mon profil, donc il faut que je remette maintenant un profil, puisqu'il y a eu cette interview. Je vais mettre un profil plus marketing, plus parler de campagne et de marketing. Voilà. Et aussi sur Fitness Challenge, parce que tu fais des articles aussi. J'écrivais, mais le dernier, j'ai oublié d'envoyer l'article. Et je risque d'être rayé de la liste des écrivains, on verra. Mais aussi, j'étais déçu des retours, puisque en 2 ans, sans discontinuité, donc permanente, tous les 2 mois, un article, 0 retour, même pas un. Donc, soit j'écris vraiment mal, soit, une nouvelle fois, la branche ne prend pas des choses extérieures au sérieux, se laisse conseiller par les fournisseurs classiques, par les idées classiques. Et pour les indépendants, je ne peux que dire, ça ne va pas le faire. Si vous copiez les franchises ou les grandes chaînes, ça ne va pas vous aider. Eh ben, merci de tout ça. Merci de ton partage. Pensez à suivre Christian. Voilà, j'ai aussi le site christiansorgy.com. De toute façon, je mettrai tous les liens en dessous. Oui, puis j'ai les interviews d'Andrew. Peut-être qu'ils vont être bien lus. Il y a 2-3 personnages, c'est très sympathique. Ouais, je mettrai tout ça. Je mettrai ça dans les Amazon sur Amazon Kindle. On peut le retrouver. Oui. Okay. Top. Eh ben, merci Christian. Merci à tous. Pensez à mettre un petit 5 étoiles et un commentaire. Et peut-être que voilà, on aura l'occasion avec Christian de se retrouver prochainement. Mettez aussi des commentaires comment faire mieux. Quelle question on a oublié dont on a oublié de parler ou dont on n'a pas donné des réponses satisfaisantes. Non, mais on aurait pu parler pendant des heures. Hein. On a déjà parlé pendant des heures, nous, donc on aurait pu parler pendant des heures. Mais voilà, l'idée, c'était de poser le cadre et puis peut-être qu'on aura l'occasion de refaire des choses ensemble par rapport à tout ça. Oui, c'est un vœu pieux. Moi, l'idée d'avoir justement des choses clés en main, c'est un peu ce que je propose moi auprès des professionnels, et je pense que voilà, il y a des choses à mettre en place dans l'industrie. Il y a encore tout un tas de choses, je pense, à mettre en place pour les professionnels. Donc voilà, c'est l'objectif du podcast et c'est l'objectif un petit peu de ce que les coachs ont de particulier, c'est qu'ils travaillent plutôt en présentiel. C'est très difficile de coacher quelqu'un si on n'a pas eu un acte de présence préalable. Pour instaurer la confiance et plein de choses. Donc, c'est l'art de gérer ce temps de présence pour gagner sa vie avec, et les campagnes que j'ai développées, qui je pense qui sont les meilleures, c'est vraiment en présentiel. C'est à l'huile de coude, comme on dit. Il faut payer de sa personne, il faut démarcher, mais des partenaires et d'autres choses. Je dis presque tout le temps la même chose, mais c'est ça le message. Yes, merci bien en tout cas, et puis au plaisir en tout cas de se revoir. Salut Christian, salut tout le monde. Merci, au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.